Let me get something straight in your head, Francisco. You want cream and sugar? No, I want to get something straight in your head. We are not pals. We're not getting married. We're not going to take long moonlight walks together, okay? And don't call me Sergeant. Call me Sykes or Matt if you got to, okay? I am Samuel. Would you like a donut? San Francisco? San Francisco? No, I ain't buying that. I'm not buying that. I'm not going to introduce you to people as San Francisco. I think I'll call you George. George? Okay. Okay. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast des séances d'après-minuit. Dans cet épisode, je reçois Lafloge, artiste plasticien polyvalent, pouvant passer de la sculpture à l'installation conceptuelle avec un détour par la vidéo, sans oublier pour autant sa discipline première, celle du graffiti. Et justement, la sortie en ce mois de juin du premier numéro de son fanzine, ou plutôt madzine, Ephéméra, est l'occasion de compiler ses œuvres murales les plus remarquables et de célébrer la rue comme espace d'un art à la fois populaire et subversif. En 84 pages de peinture organique, Lafloge fait montre de ses influences cinématographiques où Jean-Claude Van Damme côtoie Jean-Claude Duss ou Paul Verhoeven converse avec Yves Boisset. Chez Bizarroïde, on ne peut qu'avoir de la sympathie pour un artiste tentant d'ouvrir l'espace public aux monstres en tout genre et qui a accepté de venir discuter cinéma comme on le faisait jadis au comptoir des vidéoclubs. Why'd you do it? Why'd I do what? Agree to work with me. You don't like me. You don't like any of us. You have nothing but contempt for us. And yet you make yourself an outcast by making me your partner. My partner is dead. He's dead because one of you bastards killed him, then crawled down some goddamn rat hole in Slagville. You're gonna help me find that ugly slag son of a bitch. You understand me? Bonsoir Lafloge. Bonsoir. Alors tu as choisi 3 films qui ont été réalisés dans une période très resserrée, entre la fin des années 80 et le début des années 90. J'ai l'impression que ça participe quand même d'une cohérence dans ta mémoire affective et on va le voir également dans l'influence sur ton travail d'artiste. On va commencer avec Alien Nation, plus connu sous son titre français, enfin plus connu j'en suis pas tellement sûr, j'ai l'impression qu'on a un petit peu abandonné ce titre au fil des décennies. Futur immédiat Los Angeles 1991, un titre compliqué, réalisé par Graham Baker et sorti en 1988. Alors, pour introduire ce film de science-fiction, d'action, c'est un buddy cop movie comme on dit, c'est-à-dire deux flics que tout oppose au début, qui vont finir par être super copains à la fin, voilà. C'est un schéma narratif classique dans le cinéma, surtout dans le cinéma de divertissement américain, on va dire. Là, c'est matinée de science-fiction avec un élément alien, un élément extraterrestre dans le film. Je crois que ce film fait partie justement des œuvres qui ont influencé ton travail. Est-ce que tu peux nous dire exactement le contexte dans lequel tu as vu ce film? D'abord peut-être pitcher le film et puis ensuite nous expliquer pourquoi il te tient à cœur. Alors, pour te resituer, pourquoi j'ai choisi ce film, à la base, en fait, il y a une peinture murale, moi, que j'ai fait en 2019. Et j'avais en tête, donc, pour cette peinture, une pochette d'un album qui s'appelle Like Water for Chocolate, du rappeur américain Common, qui était sorti en 2000. Et tu vois, la photo, elle illustrait une scène de vie en 1956, pendant la ségrégation aux États-Unis, sous les lois Jim Crow, avec ces signalétiques, en fait, dans l'espace public, séparant les blancs des personnes de couleur. Et ce cliché, il avait été photographié par Gordon Parks, qui était un grand photographe. Et on voit une femme noire boire à une fontaine d'eau sur laquelle il est inscrit Colored Only, réservé aux gens de couleur. Et en fait, moi, j'étais un peu parti de cette référence-là pour y apporter une dimension science-fictionnelle et j'avais repris la même signalétique en créant 2 logotypes de format arrondi avec écrit Alien Only et Human Only d'un côté et Human Only de l'autre. J'avais comme référence première, en fait, si tu veux, ce rapport déjà social, interracial, mais même interespèce. Et j'avais District 9 en tête, le film qui est sorti en 2009, que beaucoup de gens connaissent. Denis Blomkamp, voilà. Voilà, exactement, et qui parlait en fait de l'arrivée d'extraterrestres en Afrique du Sud, marginalisés au sein de la population locale et traqués et parqués dans des bidonvilles à Johannesburg. Et donc j'ai découvert Alien Nation beaucoup plus tard, quand je faisais des recherches sur les rapports entre les aliens et les humains dans la science-fiction, pour alimenter mes travaux artistiques. Alors pour pitcher le film, du coup, l'histoire, elle se passe en 91, soit 3 ans après la sortie en salle en 89, où des aliens en fait ont atterri à Los Angeles et vivent en communauté dans les quartiers. Et en fait, l'intro de District 9, elle reprend un peu la même trame en présentant des images de témoignages, tu vois, comme issues d'une chaîne d'information télévisée où il est expliqué le contexte de ces nouveaux arrivants qui occupent toutes les strates de la société américaine et qui sont victimes de discrimination. Et donc en fait, voilà, on comprend que 3 millions d'aliens sont arrivés au bord d'un vaisseau d'esclaves, rejetés sur Terre sans
retour possible et on les appelle les newcomers, qu'on pourrait traduire en France par primo-arrivants, tu vois. Et donc voilà, le premier alien qu'on découvre en fait, c'est un peu au moment du titre du film où tu as 2 keufs qui sont assis à un comptoir face à un reportage en fait type CNews, tu vois? Et qui balance au serveur alien sur le ton de l'humour, s'il a son permis de travail. Donc voilà, bienvenue à Los Angeles en 91, sachant qu'en plus dans la réalité, c'est en 92 que surviennent les émeutes des quartiers noirs, suite aux policiers acquittés sur l'affaire, Rodney King. Ouais. Donc ça reflète assez bien, tu vois, cette tension entre les communautés à cette époque et qui reste toujours d'actualité. Et donc on va découvrir le personnage, donc principal, du film qui est joué par, James Caan, voilà et qui va devoir, collaborer comme tu le disais, dans la lignée des films des buddy movies, qui va devoir collaborer avec un alien, un sergent, pour résoudre une affaire, de meurtre, à Los Angeles. Et le film commence par une des premières scènes où on voit ce policier qui est présenté, vraiment comme, le personnage archétype de ces policiers, burnés, burinés, de cette époque-là, tu vois? Et qui roule dans les quartiers de Los Angeles avec son collègue, noir, commente la rue, tu vois? À base de phases racistes et il voit des prostituées sur le trottoir et il se demande si elles ont la même plomberie que les humaines. Moi, ça m'a un peu marqué parce que je trouvais que d'un seul coup, on avait un film qui reprenait en fait les codes, typiquement, de ces esthétiques années 80, mais là, du coup, pour y apporter une dimension fantastique. Et comme j'avais vu District 9, je me suis dit: «Bah, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui existe avant». C'est un peu le proto District 9, on peut dire, Ouais, effectivement. Et il y a aussi un autre film, alors, qui là est pas dans un décorum d'alien science-fiction, mais plus vers la fantasy, vers la dark fantasy. C'est le film avec Will Smith et Joel Edgerton, comme Bright. ça. Bright, voilà, de David Ayer, qui est un réalisateur très street aussi, d'une certaine façon, le réalisateur de Training Day, de Bad Time, un film que j'ai pas vu, mais quand il était sorti, je me suis dit, putain, ça ressemble vachement à Alien Nation, mais sauf qu'on est avec un bestiaire fantasy, avec des ogres, avec des dragons, etc. Le côté urban fantasy, je prends le décor de... Là aussi, je crois que c'était Los Angeles, il me semble. Et Exactement. puis, j'y applique tout un bestiaire, à quoi correspondraient des sorcières dans Los Angeles, à quoi correspondraient des trolls dans Los Angeles, des gobelins, etc., etc. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on est plus près de District 9 de Neil Blomkamp, avec les mêmes questions autour de la ségrégation. C'est intéressant parce que, effectivement, le film de Neil Blomkamp se situait en Afrique du Sud et donc faisait écho à ce qu'avait connu l'Afrique du Sud à peine une vingtaine d'années auparavant, avant l'ère Mandela dans les années 90, l'apartheid sud-africain, qui était donc encore très présent dans la mémoire collective à la fin des années 2000 quand Neil Blomkamp fait District 9 et qui, je pense, est encore très présent d'ailleurs encore aujourd'hui. Et là, on a un film d'anticipation très proche, d'une anticipation quasi immédiate d'une certaine façon, avec en français un titre qui déplace l'action simplement de 3 ans, donc un film sorti en 88 et qui situe le futur seulement 3 ans plus tard. On se moque souvent, tu sais, des films de science-fiction des années 80, 90 avec leur titre 2019 après la chute de New York et aujourd'hui on est en 2026. Bon, bah, c'est des films qui paraissent du coup obsolètes maintenant, tu vois. Exactement, ouais. Je fais une parenthèse parce que tu sais, au début du film, quand il se balade justement en voiture, et quand il patrouille dans le ghetto, et en fait, à un moment donné, il y a une enseigne de cinéma où est projeté le film Rambo 6, sachant que Rambo 3 est sorti en Ouais, ouais. 88, tu vois, et là, ça te redonne un indice de temporalité sur le fait que le film se passe dans un futur proche. Ça veut dire qu'on est encore sur les mêmes modes dans le cinéma, on est encore sur les mêmes codes, effectivement. C'est vraiment un décalque du Los Angeles de l'époque tel qu'il est présenté dans des films qui ne sont pas des films de science-fiction. C'est vraiment un Los Angeles de films de flics, on va dire, de films d'action avec des prostituées au coin de rue. Bon, bah là, c'est des prostituées avec un crâne étrange de ces créatures humanoïdes. Il y a très peu de choses qui jouent sur un décalage visuel, sur un décalage du contexte dans lequel se situe l'action. Et comme tu le dis, oui, effectivement, en plus, au début des années 90, Los Angeles va être ébranlé par l'affaire Rodney King, par un contexte effectivement de tension entre les communautés, entre les quartiers à Los Angeles et bien évidemment la question des violences policières. Violences policières qui sont pas trop questionnées dans le film parce que là, on est encore dans le mode années 80 de le personnage principal, le héros est un flic, ça a beau être un bourrin, ça a beau tirer de partout, on questionne pas vraiment l'utilisation de la violence, on est encore dans l'archétype de le flic et le gentil. Même si moi j'ai été vachement étonné par la violence de la première fusillade au début du film, quoi. Ça canarde partout, il y a des armes qui font des impacts de 10 cm de large, quoi. C'est assez fou. Ça nous rappelle aussi ces films de cette époque-là qui étaient très divertissants comme ça en surface. De prime abord, t'as l'impression que tu regardes quelque chose qui va même parfois toucher à la comédie, peut-être pas la comédie familiale quand même, hein. Faut préserver le plus jeune public de ce genre de spectacle, mais nous, à la limite, je sais pas toi, mais moi quand j'étais gamin, il m'arrivait de voir des films comme ça, d'action, des films policiers avec un humour parfois vulgaire. T'as cité une des répliques que sort un des flics. Bon, nous, on traînait devant la télé, on nous préservait pas forcément de
ce genre de spectacle. Alors que quand tu le revois, tu dis que c'est hallucinant le décalage entre le ton léger de certaines séquences et la violence de cette fusillade. Ouais, non, mais c'est aussi le contexte de l'époque et du cinéma de ces décennies-là. Il y avait sûrement une liberté, qui n'est plus vraiment possible aujourd'hui, mais je reviens sur vraiment le contexte social du film. Tu vois, c'est vraiment un marqueur où, le racisme, il s'est déplacé. C'est plus les communautés noires, latino ou asiatiques, en fait, qui sont en marge, mais c'est bien les aliens, tu vois? C'est vraiment le nouveau cycle, des injustices sociales du futur. En 2025, tu as quand même Donald Trump qui expulse, 220 Vénézuéliens vers le Salvador. Il s'appuie sur un ensemble de lois qui est toujours en vigueur, qui s'appelle, l'Alien Enemies Act, qui date du XVIIIe siècle et qui est utilisé pour cibler les ressortissants de pays ennemis, réduire, l'opposition et contrôler l'immigration. Tu vois, il y a le mot alien quand même, qui est le titre quand même de cet ensemble de lois et le mot alien, en fait, il vient du latin alienus, qui signifie étranger, qui est encore utilisé pour son sens juridique et c'est vrai que, tu vois, c'est vraiment à la fin du 19e siècle que le terme alien, en fait, il est employé dans la science-fiction pour glisser de l'humain au non humain, tu vois, en gardant l'idée d'altérité, en fait. Cette frontière entre réalité et fiction, elle est vraiment en train de s'effondrer. On est vraiment sur une époque, tu vois, de l'ère Reagan, à la fin des années 80. Reagan était un peu le Trump des années 80. Le fait que Trump réutilise, ou utilise des termes, presque de science-fiction, enfin, tu vois, des termes qui sont forts aujourd'hui, ça laisse présager quand même des choses assez flippantes pour l'avenir, quoi. Ouais, mais comme tu le dis, en fait, c'est une répétition des mêmes erreurs que continue à faire Exactement, ouais. l'humanité. Ouais. Il y a un moment, le personnage justement du sergent Francisco, donc l'alien du duo, dit c'est sidérant comment vous êtes une race incroyable, vous êtes sur une planète incroyable, vous avez accompli des choses fabuleuses, vous avez des valeurs immenses, et en même temps, parfois, vous vous complaisez dans la pire des bêtises, la pire des médiocrités, et la haine et la destruction de vous-même. Ça, c'est une discussion qui est mortelle parce qu'en fait, ils sont bourrés tous les 2. Et ça, c'est une scène où, le policier, l'humain, là, il est défoncé, sur son canapé et en fait, l'alien, il est aussi défoncé, mais lui, son alcool, c'est le lait caillé. C'est ça qui est drôle, c'est les codes, aussi qui sont utilisés dans le film et donc voilà, ils ont cette discussion qui est vachement intéressante, quoi, justement sur ouais, le rapport, entre 2 étrangers, 2 personnes qui sont de 2 univers différents et qui finalement, se regardent un peu, sans vraiment se comprendre et qui en même temps ont des points communs. Exactement. C'est un film, alors je sais pas quand est-ce que toi tu l'as découvert, moi c'est un film que j'ai découvert il y a peut-être une petite quinzaine d'années max. C'est assez étonnant parce que avec ce qu'on est en train de dire, en utilisant ces espèces de mots-clés, action, fusillade, bas-fond de Los Angeles, duo de flics, humour, alien, etc., le film a tous les ingrédients pour être un peu un film culte des années 80 et finalement il est passé un peu inaperçu. Moi c'est pas un film avec lequel j'ai grandi, tu vois, Ouais, moi par non plus, rapport à ouais. d'autres films de la même époque, par rapport à un Predator, par rapport à un Robocop, surtout quand tu vois quand même que c'est un film distribué et produit par la 20th Century Fox, qui a pas un très très gros budget, je crois que c'est 13 millions de dollars. Bon, c'était pas présenté comme un blockbuster, c'était pas l'une des principales sorties pour le studio à ce moment-là, mais c'est quand même un film qui a James Caan en tête d'affiche, qui a Adam Greenberg à la photo, Adam Greenberg, le directeur photo de Cameron sur Terminator. On Terminator, ouais, retrouve le côté bien tech sûr. noir, le côté des rues, la nuit, voilà, on retrouve Exactement. une ambiance qui rappelle justement Terminator. Terminator qui je crois aussi est un film qui compte pour toi puisqu'il est présent dans différents visuels dans ton fanzine éphéméra. Il y a Galen Hurd d'ailleurs à la production, donc l'ex-compagne et productrice de Cameron, qui là aussi apporte ce cachet cameronien au film, Ouais. ce côté SF, action, etc. Ce cocktail parfait pour les années 80. Tu parles de James Cameron et à l'exposition de James Cameron à la Cinémathèque, il y a 2 ans, on pouvait voir ses dessins préparatoires, dont celui d'une femme alien à 3 seins qui était prévu pour Alien Nation et Cameron, aurait fait partie, des premiers scénaristes, en tout cas des premiers jets d'écriture d'Alien Nation. Mais c'est vrai qu'en découvrant son exposition, tu pouvais voir quelques croquis, donc il aurait participé, on va dire, aux prémices, il aurait été au tout début de la conception de ce film. D'accord. Donc l'Alien 3.5 qui sera finalement récupéré par Ouais, l'équipe ouais. de Total De Recall. Total Recall et les maquillages de Alien Nation ont été créés par l'atelier, de Stan Winston qui est, à l'origine des maquillages et des effets spéciaux de Terminator, de Predator, d'Aliens, le retour, de Jurassic Park. Donc ouais, là, James Cameron n'est pas loin, dans l'histoire, quoi. Oui, c'est étrange, c'est un film qui est un peu passé entre les filets de notre cinéphilie, je sais pas pour toi. Écoute, moi, je ne sais pas vraiment les raisons. Je pense que c'est un film de vidéoclub et je pense que c'est un film qui a quand même pas mal de défauts. Tu vois, là, je l'ai revu du coup et tu des scènes de dialogue, t'as une intro qui m'a un peu marqué, mais c'est vrai que, il y a pas mal de choses, qu'on pourrait critiquer dans ce film. Donc, pourquoi il est passé un peu à travers? Je sais pas trop. Bon, déjà, il est ressorti en DVD, il y a quelques temps, donc ça a permis peut-être de refaire la lumière dessus, mais peut-être qu'effectivement sur le côté plus esthétique ou formel, il l'est moins par rapport à d'autres films de cette époque. Il se débrouille pas trop mal parce que donc il y a la photo de Greenberg qui je trouve fait le taf. C'est plutôt bien rythmé, c'est plutôt bien
monté. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu le scénario qui se délite à la fin du film, c'est-à-dire que le film fait à peine 1h25, tu sens qu'au bout de 1h05, 1h10, grosso modo, ils ont plus d'idées. C'est-à-dire Ouais. que à trop vouloir coller un canevas de buddy cop movie où à la fin, bon, tu devines très vite qui est le méchant, qui est en train de comploter dans l'ombre, voilà, et de faire main basse sur la ville. On a l'impression de l'avoir vu 30 fois, 40 fois, du flic de Beverly Hills à l'arme Ouais, fatale, ce genre exactement. d'intrigue. 48 heures surtout 48 heures, avec, exactement. avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Je pense qu'il y a des scènes qui se retrouvent, tu vois, quand ils arrivent tous les 2 dans le bar où il y a, voilà, une communauté d'aliens, tu vois? Ça, moi, ça me fait vraiment penser à la scène où Eddie Murphy, et Nick Nolte, ils arrivent dans une salle avec que des blancs et ça part un peu en cacahuète. Je pense que ça fait partie des grosses références à l'époque, en tout cas pour ce film-là, ouais, 48 heures et 48 heures de plus. Sauf que là où 48 heures, bah, c'est Walter Hill, c'est l'efficacité de Walter Hill, c'est Walter Hill qui s'encombre pas de bout de gras dans son scénario, qui va à l'essentiel, c'est no bullshit, hein, le surnom de Walter Hill. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu léger quand même, qu'ils ont peut-être trop dégraissé le film, qu'ils se sont dit, au bout d'un moment, bon bah ça va, on a notre ligne directrice dans l'intrigue, c'est bon. Et le dernier quart d'heure, c'est juste de l'action, c'est une grosse poursuite. On a l'impression qu'ils savent pas comment faire pour aller jusqu'à 1h25, pour aller jusqu'à une durée conforme de long métrage. C'est peut-être ça qui pêche un petit peu dans le film, et on aurait peut-être aimé une ou deux surprises de plus sur la fin. Oui, je pense que c'est un film qui reste sur l'idée d'une série B policière, dont les sujets, en fait, vraiment qui sont intéressants, sont vraiment abordés en arrière-plan. Tu vois, par rapport au contexte dans lequel ce film il est sorti, en reparlant un peu de la dimension fantastique et tu vois, des aliens et des extraterrestres dans les films, on a eu cette idée de l'extraterrestre envahissant. Donc on a déjà mangé pas mal de films avec des aliens ou des extraterrestres arrivés sur Terre, qu'on a Ouais. combattu, qu'on découvre et tout ça. Et je pense que là, on a une période où, bah ça y est, on a digéré tellement de films un peu comme ça, où en fait, d'un seul coup, l'alien, ça y est, il est inséré dans la société, donc on a Ouais. envie de le voir différemment et il fait partie un peu de nous. Une espèce de concept où, ça y est, qu'est-ce qu'on peut raconter de nouveau et de frais sur ce lien entre l'humain et l'alien envahissant? Ouais, je suis d'accord, oui, c'est comme s'il était réapproprié, digéré par un peu la pop culture, et effectivement, passer l'amusement de te dire, ah ouais, c'est un Mmh. flic, il est en uniforme, limite il mange des donuts et il boit du café, mais il a un design fait par Stan Winston, tu vois, le plaisir du design de science-fiction, en décalage avec un contexte qui est beaucoup plus familier, en tout cas pour les Américains. Bon, une fois que t'as cette surprise-là qui est passée, effectivement, le film pêche un peu par son côté trop divertissement pop, finalement, et va pas suffisamment loin dans la critique. Aurait pu mêler d'autres critiques sociales de l'époque avec ça, tu vois, comme tu disais, l'ère réganienne, c'est aussi l'ère du SDF aussi, quelque chose qui est très présent dans le film, et je pense que ça te parle beaucoup, toi qui composes une œuvre dans un univers très street destroy, street trash, quoi, pour reprendre le titre d'un film qui est sorti à peu près à cette époque-là, je crois 87. Là, finalement, il y a quelque chose autour de la drogue à la fin du film. Bien Ça sûr, aussi, ça a envahi les rues de Los exactement. Angeles, et ça prend de plus en plus de place, et c'est aussi un fléau urbain de l'époque. Un peu comme la drogue, la nuke dans Robocop 2, qui est une drogue un peu fictionnelle, quoi, une drogue qui n'existe pas, mais C'est qui de ça. toute façon rappelle l'héroïne ou le crack, qui sévissait à l'époque, aux États-Unis, quoi. C'est intéressant parce que là, justement, Francisco en parle comme d'une drogue qu'on distribue largamanu à des ouvriers, à quasiment des esclaves. Et là aussi, ça fait écho à ce que va connaître l'Amérique plus tard avec les drogues distribuées dans les cités minières, dans les grands complexes ouvriers. L'Oxycontin, qui a vraiment ravagé l'Amérique de la fin des années 90, courant des années 2000, voilà. Mais ça, bon, il t'explique ça de manière, tu sais, presque un tutoriel comme ça, à un moment quand James Caan lui demande enfin d'exposer l'enjeu du film, la révélation qui se trouve au centre de leur enquête. Bon, ça dure 30 secondes et puis après on passe à autre chose, et tu peux pas dire que ça apporte davantage de choses au contexte social ou quoi. Ça a un peu vite brossé, mais bon. Mais ça reste un film effectivement assez plaisant. Dans la carrière de ce réalisateur, Graham Baker, c'est une trajectoire comme on en connaît beaucoup à Hollywood. Il a fait pas mal de télé, il a fait quelques films notables dans les années 80-90 avant que sa carrière s'écroule complètement avec Beowulf. Alors faut pas me lancer sur Beowulf avec Christophe Lambert 1999, parce que moi ça a été une des plus grandes déceptions de ma cinéphilie. Je le dis sérieusement parce Ouais, que c'est ouais. un film qu'on oublie souvent. On considère comme un nanar ultime et sans aucun intérêt finalement. Mais moi pour le coup, quand j'ai été gamin, je me suis dit putain c'est dommage parce que il y a un potentiel vraiment de fun avec ce personnage techno-médiéval, avec cet univers techno-médiéval. Mortal Kombat n'est pas loin. Bah, c'est les producteurs de Mortal Kombat d'ailleurs qui sont derrière ça. Tu vois, finalement, on n'en avait pas tant que ça, des œuvres comme ça qui allaient chercher du côté du jeu vidéo, du côté du clip, de la bande dessinée. Très geek pour l'époque. C'était encore en train de se construire dans la culture mainstream, on va dire. Et bon, c'est une occasion ratée qui, moi, m'a un peu traumatisé quand j'étais gamin. Je sais que ça paraît ridicule aujourd'hui comme ça parce qu'on en a fait le deuil, mais c'est dommage. Et ça parle peut-être aussi un peu des limites du talent de Graham Baker qui, quand on le voit là sur Alien Nation,
Nation s'en sort pas mal du tout, hein, parce qu'il est cadré par le scénario, par le talent de James Caan et Maddie Patinkin, Terrence Stamp aussi, hein, qui fait le méchant dans le film. Mais bon, c'est pas non plus quelqu'un qui a l'air de tellement lutter pour imposer ses grandes idées, pour imposer vraiment un point de vue et imposer une hargne sur les récits qu'il prend en main, alors que pourtant ça vaut vraiment le coup quand on a un concept aussi fort et aussi, à mon avis, prometteur et qui peut vraiment apporter plein d'idées comme dans Alien Nation. Qui d'ailleurs a été ensuite, et moi j'ai pas vu, mais qui a été décliné en série télé. Peut-être il y a des petites choses à prendre à l'intérieur de ces séries, mais du coup moi j'ai pas du tout été curieux d'aller chercher dans ces séries-là. Je sais même pas comment les voir déjà, tu vois. Donc, mais en tout cas voilà, il y a eu une déclinaison en série télé derrière. Are you scared? I get scared. Of what? My parents, my sister, you. Why? I feel like something's gonna happen. And if I scratch the surface, there'll be something terrible underneath. On continue notre programme avec Society, un film de Brian Usna, sorti en 1989, donc un an à peine après Alien Nation. Alors là, on est quand même dans un décor assez différent. On reste quand même du côté de Los Angeles, du côté de la Californie. Autant on était dans les bas-fonds, on va dire, avec Alien Nation. Autant là, on est dans les beaux quartiers, dans les quartiers huppés avec Society. Est-ce que tu peux nous faire un pitch pour nous expliquer justement pourquoi on change de quartier, pourquoi on change de décor avec ce film de Brian Usna, d'une sobriété sans égal. Ouais, alors Society de Brian Usna. Alors je sais pas si c'est le premier film que je vois de Brian Usna. Je sais pas si c'est Society ou si c'est Le Dentiste que j'avais adoré déjà à l'époque, qui est complètement full avec ce mec obsédé par l'hygiène, paranoïaque, qui vrille totalement à défoncer des bouches à la fraise dentaire. Peut-être que j'ai découvert Society après, mais en tout cas, moi c'est un film que j'ai dû voir à la télé, qui avait dû repasser sur Canal. Et je me rappelle surtout que quand je l'ai découvert ce film, j'ai mangé une espèce de grosse pizza surgelée, bien spongieuse, qui m'est restée un peu en travers de la glotte en voyant arriver la scène finale. Le fromage coulant de ma pizza a tout de suite eu un goût de sébum avarié, quoi. Donc tu vois, j'ai même le goût de la pizza qui revient quand je réévoque ce film qui m'a vraiment marqué, puis qui est quand même une grosse référence pour moi sur plusieurs points et sur ce qu'il raconte d'un point de vue sociologique et dans sa forme surtout visuelle. Alors c'est l'histoire d'un adolescent qui est joué par Billy Warlock, qu'on a découvert dans la série Alerte à Malibu, qui vit avec sa sœur et ses parents adoptifs dans les quartiers friqués de Beverly Hills. Et tout semble aller pour le mieux pour lui, mais depuis quelques temps, Bill il fait des cauchemars un peu perturbants, donc il voit un psy, il frôle la paranoïa, et il suspecte un peu ses darons, tu vois, de commettre des choses un peu dérangeantes. Pendant 1 heure de film, on se dit que Bill, en fait, il s'invente des histoires, quoi, qu'il est un peu victime de ses hormones en feu, il voit du cul partout, et puis finalement, tu vois, au fur et à mesure, on commence à croire à son délire, qu'il y a peut-être un truc qui déconne, tu vois, chez les bourgeois de Los Angeles. C'est une sorte de conspiration, un espèce de sous-texte incestueux, avec l'idée d'une pureté sociale, quoi. Dans l'esthétique, je fais un espèce de grand écart, mais tu vois, on retrouve un peu, alors ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais tu vois, je retrouve un peu l'esthétique de Starship Troopers dans Paul Verhoeven, dans la Ouais, manière complètement. dont, tu vois, Paul Verhoeven, en fait, il peignait des personnages assez lisses, assez propres, tu vois, là, tout en fausses dents blanches et corps parfait, sorti d'un soap adolescent, quoi, de ces séries américaines, déjà de l'époque, toute cette jeunesse dorée de Beverly Hills qu'on aimait montrer sous ses plus beaux aspects, quoi. Pour revenir à Society, ben voilà, il y a l'histoire avance, et puis il se passe des choses un peu bizarres, on commence à voir des corps dont l'anatomie, si tu veux, est changée. Alors on ne sait pas s'il est en train de vraiment de les imaginer ou si c'est vraiment la réalité. Et puis on arrive à la fin du film. Je ne sais pas si on peut spoiler dans ton podcast, du coup, parce que c'est difficile de pas parler de la fin quand même. Alors, à la fois, oui, c'est difficile de pas parler de la fin et en même temps, ce qu'on va dire par les mots Ouais, ne sera jamais à la ce hauteur sera de ce jamais à la qu'il y hauteur. a visuellement à Ouais, l'écran. Donc, ouais, on spoil peut-être l'intrigue, mais on spoilera ouais. pas les impressions et les sensations par lesquelles vont passer les auditeurs et les auditrices s'ils voient le film. Écoute, on arrive à, pour moi, une scène qui est quand même une des scènes les plus folles du cinéma d'horreur et du body horror, qui a, pour moi, n'a pas été égalée encore aujourd'hui, avec une espèce de fin où les corps s'entremêlent, où les corps fusionnent, en fait se retroussent, tu vois, un peu comme si on avait plongé dans une assiette de vers de terre gélatineux, dans un style complètement surréaliste, tu vois, qui rappelle un peu les toiles de Dali. Et donc voilà, tu vois, sans rentrer dans les détails, mais du coup, voilà, cette espèce d'élite bourgeoise qui est composée de banquiers, de politiciens, de médecins, de gens du show
showbiz, qui forment une espèce de grosse communauté qui, en fait, dans d'immenses partous organiques, absorbent les gens de la classe populaire. Une sorte de darwinisme cauchemardesque, un truc ouais absolument délirant comme ça dans le film, ouais. Alors, on est toujours dans l'Amérique, du coup, consumériste de Ronald Reagan, cette espèce d'Amérique, qui se vautre dans la luxure, qui est ici illustrée, sous une forme de satire gore, en fait. Ouais. Tu sens que Yuzna, en fait, il a pris un pied pas possible à se foutre de la gueule des riches. Et pour moi, je vais te dire un truc, c'est qu'on pourrait même y voir de l'anticipation dans Society. Tu vois, comme s'il avait un peu prédit les soirées freak-off de Puff Daddy, quoi. Un Tu peu, vois? ouais. Et des espèces de mondanité, malsaine, même des dossiers Epstein, tu vois? Où le sexe, il est omniprésent dans ces réseaux de pouvoir. Et Yuzna, il te filme ça en 89, en te mettant une couche gore, fantastique, incroyable. Alors il se trouve que c'est un film qui est associé à un grand souvenir dans ma mémoire de cinéphile. J'ai eu la chance de voir Society sur grand écran dans le cadre du Festival du film de Fès. Il me semble que c'était l'édition 2019. C'était un film qui était présenté par la réalisatrice Lucie Ladzi-Lelilovic. Mais c'était un film mystère, c'est-à-dire qu'il n'était pas mentionné dans le programme. Tu prenais ton ticket, tu réservais ta séance, mais tu ne savais pas quel film Lucie Ladzi-Lelilovic avait programmé dans le festival. Et c'est marrant parce que moi, j'adore cette réalisatrice-là, tu vois? C'est lequel le film où avec les enfants sur l'île là, Innocence? Innocence, que j'ai beaucoup aimé plastiquement, c'est magnifique. La Bouche de Jean-Pierre, son premier film. Vraiment cette équipe-là, tu vois, de Gaspard Noé et tout, enfin des films de la zone de l'époque. Finalement, quand tu me dis ça, je savais pas, tu vois, mais ça m'étonne pas et je trouve ça plutôt cohérent et cool qu'une réalisatrice comme ça, en fait, ait mis pour référence ce film-là. C'est génial. Ouais, et très bon accueil dans mon souvenir du public du Festival du film de Fès. J'ai le souvenir que le public riait pas mal pendant le film. Alors, c'est des rires, comment dire, c'est un mécanisme de défense, de rire devant un spectacle outrancier, un spectacle gore, absurdement gore, on va dire, comme Society. Mais voilà, j'ai pas le souvenir que des gens aient quitté la salle, j'ai pas le souvenir que des gens aient vomi. Pas d'incident de ce genre lors du dernier quart d'heure du film qui a particulièrement marqué les mémoires des cinéphiles. Mais au-delà de ce final, je trouve que le film il est surprenant de bout en bout. Pour resituer Brian Yuzna, on en a parlé dans un précédent épisode avec Axel Tchekpo qui avait choisi de parler de Dagon de Stuart Gordon, produit également par Brian Yuzna. Et Brian Yuzna, il s'était fait connaître en 1985 en tant que producteur exécutif et il me semble co-scénariste déjà donc de Stuart Gordon sur Reanimator qui avait été un très gros succès à l'époque. Et là avec Society, il passe à la réalisation. Mais c'était pas dit qu'il allait faire un travail de réalisateur aussi intéressant en fait. Ça aurait pu être un travail de producteur passé à la réalisation qui essaie de faire un coup commercial en donnant à des fans de gore dans des circuits d'exploitation de films d'horreur, des vidéoclubs, la dose de gore qu'ils attendaient. Et là quand j'ai revu le film, c'est vrai que j'ai été surpris quand même par, je trouve, la vision assez précise que Brian Yuzna a de son film et des expérimentations visuelles qu'il peut s'autoriser dans un tout petit film à petit budget comme celui-là. Déjà, t'as ce générique où tu distingues vaguement des formes dans la pénombre avec une musique qui ressemble à une sorte de comptine inquiétante. Et en fait, les formes que tu vois qui bougent au ralenti, si je dis pas de bêtises, c'est déjà un flash forward de la scène finale. Ce sont des images de l'orgie finale, de la partouze finale, du massacre final aussi, on peut dire. Sauf que tu distingues pas encore clairement que ce sont des corps en mouvement. Donc c'est très malicieux de la part de Brian Yuzna. Et ça annonce déjà de manière subliminale, on va dire, le projet artistique et horrifique du film. Et ce projet-là, il fonctionne d'autant mieux que, comme tu l'as dit en comparant le film à Starship Troopers, pendant une majeure partie du film, on est sur une esthétique qui va évoquer des séries télé, des soaps télé avec des acteurs qui ressemblent à des mannequins de catalogue. La plupart des personnages sont très propres sur eux et en plus, on a un format d'image qui doit être grosso modo le 4/3 de la télévision. Donc ça t'évoque des récits qui sont beaucoup plus sages, beaucoup plus niais aussi, comme on pouvait les voir à la télé à l'époque. Et progressivement, voilà, cette image, cette atmosphère, cet univers californien va progressivement se corrompre avec des images qui surgissent dans l'environnement de Bill par petites touches insidieuses. T'as aussi des personnages aussi qui vont commencer à se montrer de plus en plus inquiétants, qui vont apporter de la bizarrerie au film. Je pense notamment au personnage de la mère de Clarissa, tu vois. Ouais, j'allais te parler des personnages, en fait, parce que déjà, il y a le personnage assez sulfureux, tu vois, de Clarisse, qui est Ouais. joué par Divine De Vasquez, je sais pas si on le Ouais. prononce comme ça, qui est une actrice mexicaine super sexy. Du coup, déjà, gros crush, hein, tu vois, tu découvres le film un peu ado, tu vois l'actrice, voilà, magnifique. Et elle a la mission, en fait, de draguer le personnage principal, de draguer Bill, de manière assez directe, de manière assez provocatrice, pour le livrer en pâture à cette espèce d'élite dévorante. Mais en même temps, elle en fait pas partie complètement de cette société, parce qu'à un moment, elle va avoir des remords, donc elle va aider finalement Bill à s'en sortir. Je trouve qu'après, on
peut émettre plein d'hypothèses, c'est ça qui est vachement intéressant avec ces films-là, c'est que tu te dis, bah, en fait, cette actrice-là, sur le fait qu'elle soit d'origine mexicaine, issue des minorités, elle est un peu un bug dans leur système. Même si elle fait partie, de cette classe, riche, de Beverly Hills, elle reste quand même une femme issue des minorités et qui, du coup, on se demande si, à cause de ça, elle ne peut pas être pleinement intégrée. Elle reste une sorte de marginale et effectivement, un personnage qui est complètement fou, qui est complètement weirdos, c'est sa mère. Ouais, Le personnage de sa mère, ce personnage de Clarisse là, qui est une sorte de freak, hermaphrodite, muette. On a l'impression qu'elle sort d'un film de John Waters. exactement. Elle passe son temps à gémir et à essayer de bouffer des cheveux. Et du coup, pour moi, ça rajoute ce côté, tu vois, elle est la mère, de ce personnage-là qui n'est pas pleinement intégré et donc du coup, c'est 2 freaks et donc les freaks, les vrais freaks, en fait, ne peuvent pas faire partie d'une espèce de société qui est montrée comme monstrueuse. Donc la vraie monstruosité, effectivement, c'est celle qui vient plutôt de cette élite bourgeoise, blanche et riche et que les freaks, en fait, et ben, c'est plutôt les victimes ou des gens qui, sont en marge. Et pour moi, c'est vraiment une œuvre qui célèbre, le mauvais goût. Dans la lignée de Bad Taste, hein, Peter Jackson, tu vois? C'est vraiment une vision punk. C'est vraiment défendre le politiquement incorrect. Tu sens que, voilà, lui, il a pas du tout envie de rentrer dans le moule, que le système hollywoodien, tu vois, le débecte et qu'il emmerde clairement les codes de l'aristocratie, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce côté satire sociale mêlé à un thriller, en tout cas c'est l'impression que t'as sur la première heure du film, c'est déjà, je trouve, très bien mené par Brian Yuzna, même si t'as jamais entendu parler de la fin du film. Je trouve que l'évolution de l'atmosphère du film et ce côté paranoïaque de Bill, où il sait plus vraiment distinguer la réalité, le cauchemar réveillé, je trouve que ça fonctionne déjà très bien sans qu'on ait encore atteint cette espèce de point d'orgue visuel gore à la fin du film. Ça te fait déjà penser à des thrillers, à des crime stories. On pourrait être quelque part chez Paul Verhoeven ou Brian De Palma. Alors bien évidemment avec des budgets moindres parce qu'on est sur une toute petite production. Mais moi c'est déjà un genre de film, un type de récit et un type de spectacle qui m'intéresse déjà beaucoup. Cette façon de mener l'attention dans un récit paranoïaque. Et tu perçois déjà la critique de cet univers dégueulasse autour de Bill. Voilà, avant que l'image devienne dégueulasse et qu'on voit des choses dégueulasses à l'écran, le film est déjà en train de devenir dégueulasse. Il y a une tension, déjà il y a des enjeux assez forts pour la vie de Bill, pour la santé mentale de Bill. Tu peux te dire qu'il va finir soit par se faire tuer parce qu'il en sait trop sur cette communauté, soit finir en asile psychiatrique. D'ailleurs il fait un passage un moment dans un hôpital. Et puis c'est vrai que ça peut t'évoquer différentes choses, ça peut t'évoquer des bouquins de Bret Easton Ellis, tu vois, ça peut t'évoquer aussi la façon dont Bret Easton Ellis décrit les élites américaines également, les troubles psychologiques de toute une jeunesse dorée, voilà, des gosses de riches. Et ça peut évoquer des faits divers qui arrivent fréquemment à Los Angeles, hein, bah, pas plus tard que l'année dernière, par exemple l'affaire Rob Reiner avec son fils et toutes les histoires que tu peux t'imaginer qui se passent comme ça dans ces grandes villas californiennes, derrière les dorures, derrière les belles façades. Puis voilà, on peut dire cerise sur le gâteau, sur ce gâteau très indigeste et grouillant de verre, comme la pomme que croque à un moment Bill qui s'avère infesté de verre. Cerise sur le gâteau, ben il y a cette scène finale qui est l'œuvre du maquilleur d'effets spéciaux Screaming Mad George. Alors tu veux peut-être en parler puisque on voit dans ton fanzine éphéméra que tu t'intéresses aussi au travail des grands artisans comme ça de maquillage prosthétique et d'effets spéciaux d'Hollywood des années 80-90. Alors Screaming Mad George, effectivement, la scène de fin, elle repose quand même beaucoup sur le travail plastique, de ce maquilleur et en fait, ce mec, commence sa carrière, en fait, comme musicien dans un groupe de punk dans les années 70 et donc il réalise des clips, assez gore et ça va lui permettre justement de pénétrer un peu dans le milieu des effets spéciaux. Il est japonais d'origine, donc il émigre, aux États-Unis, il fait une école d'art, je crois et donc du coup, parallèlement, il a un groupe de musique et donc rapidement, il va bosser sur, Big Trouble in Little China de John Carpenter. Il travaille sur le masque du premier Predator dans les ateliers de Stan Winston. Donc on en revient au fameux, studio, très connu, des effets spéciaux, américains. Il participe, aussi au 3e et au 4e Freddy. Moi, c'est vraiment aussi des films qui m'ont beaucoup marqué, enfin vraiment que j'ai beaucoup regardé. C'est lui qui bosse sur la meuf qui se transforme en insecte dans Freddy 4 Ouais. avec ses bras qui mutent en mandibule. Voilà et ensuite après Freddy 4, il collabore sur Society pour composer cette espèce d'orgie, hallucinante. Pour moi, c'est voilà, c'est un artiste, artisan, connu vraiment pour son approche du body horror, de ses effets organiques et surréalistes. C'est un mec qui vient de l'underground, qui a vraiment une culture de la satire visuelle, des cartoons et aussi probablement influencé par l'art érotique japonais. Après Society, en fait, bah, il va rebosser avec Brian Yuzna sur Reanimator 2, qui est aussi un film très gore et il est aussi encore question de chair et de transformation corporelle. Si tu veux, pour moi, Society, il fait une passerelle avec un réalisateur de clips qui s'appelle Chris Cunningham, Ah oui, c'est pas faux. et qui est pour moi aussi vraiment une
une référence très importante parce que tu peux vraiment y trouver quelque chose d'assez proche. Déjà, avant d'être le grand réalisateur des clips d'Aphex Twin, Chris Cunningham, c'est quand même quelqu'un qui a participé à certains effets techniques d'Hellraiser 2 en Angleterre, assez jeune. Il a été dessinateur et sculpteur sur Alien 3 et sur Alien Resurrection sous un autre nom. C'est un peu lui qui a conceptualisé, tu vois, toute cette galerie de Ellen Ripley qui a subi des transformations de clonage. Et c'est aussi quelqu'un qui a bossé sur les robots qui vont être utilisés plus tard par Spielberg pour son film Intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Ouais. Il y avait donc les clips de Window Leaker et de Come to Daddy qui ont été des clips assez marquants à la fin des années 90, début 2000. Moi, je vais trouver en 2005 le DVD de Rubber Johnny à la Fnac de Châtelet-Les Halles. Je passe dans le rayon électro et en fait, je vois une espèce de DVD sur le présentoir où je vois une espèce de corps mutant super chelou. Du coup, forcément, ça m'attire l'œil et du coup, le truc, je l'achète direct en fait. Donc, du coup, c'est le court-métrage qu'il a réalisé pour Aphex Twin en 2005, accompagné d'un livret et plein de dessins. Et donc, dans ce livret-là, tu as vraiment des photos-montages d'un espèce de corps mutant avec des dents, des organes génitaux, tu vois, espèce de composition très très bizarre et donc qui peut rappeler quand même vraiment, tu vois, les effets qu'on retrouve dans Society. Cunningham, je sais pas s'il a déjà parlé de Society, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, je le vois vraiment aussi comme un pionnier sur l'esthétique transhumaniste où il utilise la vidéo, la photo, le maquillage. Donc pour moi, c'est une grosse référence, Chris Cunningham, on n'en parle pas assez, pourtant c'est quand même un mec qui a fait des choses assez incroyables sur la question de la mutation et de la chair. Pour moi, c'est deux grosses références et je te trouve qu'il y a quand même des choses à lier entre elles, quoi. Entre en tout cas Chris Cunningham et puis l'esthétique de Society. Ouais, je comprends pourquoi tu fais le parallèle avec ces deux artistes. Moi, ça me rappelle également, d'une certaine façon, Clive Barker. Il y a un côté barkerien dans cette scène finale, dans cette scène d'orgie, dans les supplices, les mutilations infligées au corps. Ça peut évoquer des visions infernales qu'on retrouve chez Clive Barker. D'ailleurs, il y a un roman de Clive Barker qui s'appelle Cold Heart Canyon, qui parle également d'une élite hollywoodienne, des anciennes stars d'Hollywood, voilà, qui se cachent dans des manoirs, probablement dans la vallée de San Fernando, je sais plus exactement, mais on devine aussi les soirées étranges, les rituels bizarres qui peuvent se passer dans ces soirées à l'abri du regard de la population. Voilà, des choses qui se partagent qu'entre initiés, entre cercles d'initiés. Puis il y a bien sûr ce côté body horror, comme tu l'as dit, ce côté très organique de l'horreur qui est poussé là dans Society vraiment à son paroxysme, c'est-à-dire que on perd complètement les repères de ce qu'est un corps humain, de ce qu'est l'humain dans sa chair. C'est ça qui est assez terrifiant et assez vertigineux d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a dans le travail de Screaming Mad George l'idée de déconstruire complètement les repères qu'on a d'un corps, du schéma corporel. Ce qu'on a à l'écran, c'est plus exactement un personnage, c'est quelque chose de monstrueux, je dirais même pas que c'est un monstre, c'est quelque chose de monstrueux, c'est de la texture monstrueuse. Et ça me rappelle un autre spécialiste des effets spéciaux, des maquillages, je pense que tu me vois venir, c'est Rob Bottin, qui avait fait ce travail absolument génial et vraiment presque révolutionnaire sur The Thing, tu vois, The Thing de Carpenter, qui est pour moi l'un des plus grands films, non seulement d'horreur, mais un des plus grands films de l'histoire du cinéma, j'ose le dire, parce qu'il y a dans la représentation horrifique, gore de la créature polymorphe qui peut changer d'apparence, ce même travail où on déconstruit complètement le corps, la matière chair, la matière physique, la matière corporelle, c'est-à-dire que tu vas avoir une créature qui a plusieurs bras, plusieurs yeux, la bouche à un endroit, la colonne vertébrale à un autre, et c'est tellement totalement déconstruit que finalement un œil n'est plus un œil, un regard n'est plus un regard humain pour te figurer que tu es face à quelque chose d'inhumain. C'est devenu un tableau abstrait et tu as cité Salvador Dali, tu as cité plusieurs références surréalistes pour parler de Screaming Mad George, également l'Oro Goro no Sensu, l'érotique japonais horrifique et absurde. Et là vraiment un corps, l'union des corps, l'entremêlement des corps compose quelque chose de totalement absurde et de totalement étranger, de totalement étrange. Et ça brouille donc complètement les repères de la réalité de Bill et ça trouble tes propres repères de spectateur à propos de la réalité, pas simplement la réalité de comment la société est organisée, comment les rapports humains sont organisés, mais également comment les corps existent dans une réalité physique, comment on existe réellement. Et ça devient vertigineux et je trouve que ça va presque vers la cosmic horror. Et là, j'en reviens à Clive Barker, voilà, j'ai réussi ma pirouette, mais j'en reviens à Clive Barker qui a cette dimension aussi cosmic horror dans le fait qu'il compose une sorte de cosmogonie, une sorte de mythologie avec un enfer, un paradis, des dimensions parallèles, infernales, toute une hiérarchie dans la démonologie et dans la porosité entre les niveaux de réalité, entre les mondes. Et tu peux projeter ça sur Society d'une certaine façon, c'est-à-dire que cette société malsaine qui a intégré les différentes strates, les différentes castes de la société américaine, on le comprend par une dernière réplique assez amusante juste avant le générique de fin. Le personnage du juge, il me semble, dit qu'il doit faire jouer ses relations à Washington.
En fait, tu peux te demander d'où viennent ces créatures, d'où vient ce phénomène de déconstruction des corps, de déshumanisation des corps et de la société en général, et ça peut t'amener à une vision, à une projection vers la cosmic horror. Et je vais faire un autre parallèle avec un autre film des années 80, et là j'en reviens à John Carpenter, double pirouette. C'est bien sûr Invasion Los Angeles, They Live, qui est considéré comme l'un des films les plus politiques de John Carpenter, où tu as également un personnage qui découvre une vérité cachée, une face cachée du monde grâce à une paire de lunettes. Et là, on a clairement les antagonistes, on a clairement cette caste de dirigeants, de puissants dans le monde, qui sont clairement présentés comme des extraterrestres. Tu peux projeter sur Society les mêmes questions autour des extraterrestres, autour de créatures interdimensionnelles, voilà, de portails ouverts sur une autre dimension, sur une autre façon d'exister, sur d'autres plans d'existence physique et métaphysique, et donc du coup sur une sorte d'enfer, mais un enfer qui peut être aussi un enfer cosmique, un enfer qui pourrait être situé, si on peut le dire, sur une autre planète, sur un autre plan cosmogonique, avec plus ou moins d'autres lois physiques, voilà. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'il y a vraiment un lien à faire avec les extraterrestres de Zéliv, ouais. Qui est aussi d'ailleurs un film à peu près de la même époque, je crois que c'est 87 ou 88. 88. Ouais. On aimerait qu'aujourd'hui, le cinéma américain puisse arriver à produire des œuvres sur le gouvernement actuel, mais est-ce qu'il est possible de le faire? Ça, c'est un autre débat et c'est un autre sujet, mais moi, ça m'intéresse vraiment, tu vois, de savoir où en est le cinéma, même s'il y a beaucoup de signaux qui montrent que c'est quand même un peu compliqué, mais on aimerait retrouver cet esprit un peu provocateur, un peu subversif, qui pour moi tente un peu à s'effacer là depuis quelques temps, même s'il y a quand même des choses superbes, mais moi ça me fait un peu peur, moi, ce lissage et ce côté très consensuel des œuvres qu'on a aujourd'hui. Moi je pense que ça me terrifie un peu, quoi. Et donc c'est vrai que je reviens un peu sur des fondamentaux, sur ces œuvres-là qui se permettaient effectivement d'aller loin dans la métaphore et dans la critique de la bourgeoisie, en tout cas de l'élite et de cette Amérique ultra-capitaliste, ultra-libérale. My name's Fool. What's yours? Thomas? Don't be scared. You never seen a brother before? Never had a brother. No, I mean a black dude. There's black folks in this neighborhood. Neighborhood? A neighborhood. You know, outside. Well, that's outside, not in here. So you get outside, don't you? You saying never? Can't get out. No one ever has. Well, I'm gonna get out. I'm a whole other thing. Et on termine avec Le sous-sol de la peur de Wes Craven, sorti en 1991. Intéressant que t'aies choisi un film de Wes Craven. Pour l'instant, on n'en avait pas encore eu dans Bizarroïd. Moi, j'ai un rapport un petit peu compliqué, un petit peu ambivalent avec Wes Craven. Tu vas peut-être me parler de ton propre rapport à ce réalisateur. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous faire un pitch du sous-sol de la peur? Alors, Le sous-sol de la peur, c'est l'histoire d'un gamin de 13 ans qui s'appelle Fool en anglais, en français c'est tout fou. Il est joué par l'acteur que moi j'avais découvert plus jeune dans Moonwalker de Michael Jackson, qui est quand même un de mes films d'enfance, une des seules cassettes vidéo achetées que j'ai eues et que j'ai regardé énormément. Dans Le sous-sol de la peur, il vit avec sa sœur et sa mère malades dans un quartier pourri de Los Angeles et ils sont menacés d'expulsion s'ils ne payent pas les loyers en retard. Et t'as un grand du quartier qui s'appelle Leroy, qui est joué par Ving Rhames, qui est toujours fourré dans les salles combines et qui propose à tout fou en fait de l'accompagner pour aller cambrioler les proprios de l'immeuble qui eux vivent dans une grosse baraque située dans un quartier résidentiel pour aller y voler un trésor caché. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Les deux se retrouvent en fait piégés dans cette maison forteresse dont le couple en fait s'avère être deux gros tarés consanguins qui ont bien plus à cacher qu'un gros paquet de fric. Et donc voilà, dans ce jeu de chat et de la souris, tout fou, du coup se retrouve un peu prisonnier de cette maison et donc se retrouve à se cacher dans les interstices de cette maison labyrinthique. Et donc voilà, il va faire la rencontre d'une fille à l'intérieur de la maison qui est un peu victime prisonnière. Il rencontre aussi un autre personnage et lui doit s'échapper un peu de cet enfer. Et sauf que tout fou, c'est un gamin qui a 13 ans et qui vient du ghetto et qui est un personnage difficilement impressionnable. Donc il voit des choses assez folles. Il réussit à se libérer aux 3/4 du film de cette maison, mais en fait par souci de morale et de justice va décider de retourner dans la maison quand même pour aller y sauver Alice, cette fille prisonnière, et aussi d'autres personnages qui sont effectivement ces enfants monstres, ces enfants adultes monstres enfermés dans le sous
sous-sol, kidnappés par ce couple de propriétaires qui les ont transformés en cannibales, quoi. Donc les fameux People Under the Stairs. Je suis peut-être aussi un peu spoilé, mais moi c'est un film que j'ai découvert sur M6, je pense à l'époque, sur le programme, tu vois, des Jeudis de l'angoisse. J'avais enregistré en cassette vidéo avec le découpe de la jaquette, tu sais, dans télécassette, rangé dans ma vidéothèque, dans ma chambre. Je connaissais Wes Craven par le biais en fait des Griffes de la nuit, donc de Freddy. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, j'ai tiré sur le fil de sa filmographie et puis j'ai découvert ses premiers films des années 70 qui sont La colline à des yeux et puis La La dernière maison sur la gauche. Mais ma porte d'entrée, c'est vraiment Freddy pour moi, tu vois. Et aussi toute la vague de tueurs dans les films, Chucky, Vendredi 13, Halloween. Moi, il y avait vraiment une quête à l'époque d'aller chercher la moindre information avant Internet sur ces personnages-là, quoi, qui me fascinait et en même temps qui me dégoûtait. Enfin, tu vois, ce rapport de fascination-répulsion qu'on peut avoir avec les personnages de films d'horreur, surtout les serial killers. Et puis plus tard, en 96, il y a eu Scream de Wes Craven. Moi, je me rappelle, j'avais acheté la cassette vidéo en 98 qui était vendue avec le masque du tueur. Pour moi, Le sous-sol de la peur, vraiment avec le premier Freddy, je les classe dans mes favoris, tu vois. C'est vraiment les deux films que je préfère de Wes Craven et c'est vraiment un réalisateur qui a marqué les années 70, les années 80 et les années 90. À mon sens, il a réussi à prendre un peu le pouls, tu vois, pareil, de la société américaine pour raconter des histoires de monstres, de gens en marge. En tout cas, pour Le sous-sol de la peur et Freddy, où il met l'enfant, il le met au centre de son récit et il en fait des héros. Là, on est avec un enfant qui est un enfant noir du ghetto, qui va être le personnage principal du film, donc il va être le héros. Dans les Freddy, les enfants sont aussi les héros du film. Ils sont victimes des agissements de leurs parents. Et je pense que Craven, il a ce rapport-là avec les enfants. Je pense qu'il l'a raconté en plus dans des interviews où il avait l'impression qu'en fait, la société américaine mettait les enfants un peu sur la plage arrière de la voiture sans leur donner la parole, tu vois, sans en faire des individus à part entière. Tu sens que dans ces films, il a envie de leur redonner de la prestance et de les remettre au centre des histoires face à des adultes complètement zinzins. Mais en tout cas, voilà, mon rapport à ce film-là est par rapport à Wes Craven, quoi. Alors, je n'avais jamais vu Le sous-sol de la peur, je l'ai rattrapé pour l'occasion, figure-toi. J'ai des trous dans la filmographie de Wes Craven que j'essaie de combler, parce que comme je te l'ai dit, c'est un réalisateur avec lequel j'ai toujours eu un rapport un petit peu ambivalent, parce que j'arrive jamais trop à savoir si c'est un opportuniste, si c'est quelqu'un qui mène bien sa barque, un réalisateur-producteur qui a des concepts forts, ce qui est déjà une qualité, hein, je retire rien à ça. J'ai toujours un peu questionné parfois aussi une certaine part de cynisme chez Wes Craven qui l'a amené après à Scream. Pas très longtemps après, 5 ans plus tard, on arrive sur Scream, qui est un film que je trouve intéressant par bien des aspects et à d'autres moments très agaçant, très énervant, parce que justement, voilà, il a finalement d'une certaine façon contredit, anéanti 30 ans, 40 ans, 50 ans de cinéma d'horreur avant lui, quoi. Donc c'est un personnage assez étonnant, Wes Craven. À mon avis, c'était quelqu'un de très intelligent, de très cultivé aussi, hein. C'était un prof de lettres. C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être le côté intellectuel frustré chez Wes Craven qui à certains moments le rend pas forcément sympathique et à d'autres moments au contraire t'as de la sympathie pour lui justement parce que peut-être qu'il a pas exactement eu la carrière parfaite qu'il souhaitait. Donc je découvre Le sous-sol de la peur et je dois avouer que je suis assez agréablement surpris. Je trouve que c'est un film qui tient bien les années de le découvrir 35 ans après sa sortie. Je trouve que c'est un film qui est super bien mené, qui est assez efficace. Effectivement, ce contexte social est assez surprenant. Finalement, t'en avais pas tant que ça des films où t'as des Afro-Américains de quartiers pauvres, où t'as cette question sociale, où t'as cette ambiance, où t'as cette façon de parler aussi, tu vois, l'argot de Ving Rhames, toute cette ambiance-là, finalement, dans le cinéma de l'époque, que ce soit du grand cinéma divertissant à gros budget, là on est quand même sur une œuvre distribuée par Universal, hein. C'est une œuvre de studio, à mon avis, largement distribuée à sa sortie, ou que ce soit des films de plus petite envergure, on était quand même dans un contexte qui ressemblait à peu près à celui de Society, peut-être pas la haute classe comme ça, mais en tout cas, la banlieue pavillonnaire dont Wes Craven a déjà parlé dans ses précédents films, dans effectivement Les Griffes de la nuit, dans L'ami mortel, voilà. Là, c'est vrai que ça apporte quelque chose de très intéressant qui est ce contexte social qui préfigure un petit peu ce que va être Candyman un an plus tard, hein, finalement l'adaptation de la nouvelle de Clive Barker par Bernard Rose, excellent film, l'un des meilleurs films d'horreur des années 90, hein, Candyman. Mais il y a un peu ce côté, tu vois, légende urbaine dans ton quartier, dans un quartier marqué par les Afro-Américains. L'histoire que raconte Le sous-sol de la peur, elle est vachement habile parce qu'en fait, elle mélange des codes qui sont les codes d'une histoire de sorcière, ça pourrait être une espèce d'histoire à la Hansel et Gretel, une histoire d'ogre, de boogeyman, de conte pour enfants, qu'elle replace dans un contexte de voisinage américain des années 90, avec en plus une dimension clairement Maman j'ai raté l'avion, dans toute la dernière partie du film, un côté Home Alone horrifique. Exactement. C'est la version crade de Maman j'ai raté l'avion parce que t'as vraiment des scènes qui sont très proches du personnage de Kevin avec le personnage de Cafard, cette espèce d'enfant pareil kidnappé qui s'amuse à courir
et à faire des pièges dans les recoins et dans les murs de la maison et tu vraiment des scènes qui sont très copiées sur l'aspect cartoonesque et humoristique, de Maman j'ai raté l'avion. C'est Ouais. vraiment la version crade pour moi de Kevin, quoi. C'est la version crade, t'as raison. C'est pas la version horrifique parce que Manger à l'avion, c'est déjà assez horrible. Hein. C'est déjà un film d'horreur. Si tu te mets du point de vue des casseurs flotteurs, hein, c'est déjà très violent ce qu'ils se prennent dans la gueule. Donc la façon dont il va te raconter une histoire à hauteur d'enfant, dans l'héritage du conte finalement pour enfants, qu'il va réussir à moderniser, à actualiser avec un contexte social délétère aux États-Unis à ce moment-là, dans ce quartier pauvre, est habilement foutu. Tu l'as dit, il y a un côté très cartoonesque. On a cité Maman j'ai raté l'avion, on pourrait citer Tom et Jerry par exemple, les gags avec la porte de poignée électrifiée ou des trucs comme ça. Il y a un chien qui se mêle à tout ça, il y a un gros Moi, chien. j'adore ce truc. Je sais pas si c'est une volonté de Wes Craven d'ajouter des aspects comiques à son film pour peut-être adoucir ce côté très malsain. Et il y a cette scène effectivement assez drôle où Leroy est tout fou qui essaie de s'échapper et tout fou il met la main sur la poignée de la porte et il s'électrocute et il tombe par terre. Tu vois, il perd connaissance. Et Leroy qui en fait le calcule même pas. Donc ce pauvre gamin qui tombe par terre en fait et dont l'adulte qui est censé le protéger en a rien à secouer. Moi, c'est une scène qui me fait vraiment rigoler quoi. Et je me dis ce pauvre tout fou, putain, du début à la fin, il est tout seul, il doit se démerder tout seul et il peut compter sur personne. Je l'adore ce personnage de tout fou. Il est vraiment dingue parce que tu vois, il est aventurier, il est débrouillard, il a pas peur et pourtant il est dans une sauce monumentale quoi. Tu vois, il est quand même poursuivi par un mec habillé en combinaison de cuir sadomaso avec un fusil à pompe. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs ultra malsains dans ce film. Moi, c'est ce que j'aime de cette époque-là aussi, tu vois, c'est vraiment le côté où ça allait loin dans la description de ces personnages. La femme qui maltraite cette gamine à l'eau bouillante, ils Et ça nourrissent c'est des dur. Ça c'est vraiment une scène violente. ça, c'est une scène violente et Craven, Ouais. bah, il a fait quand même La Dernière Maison sur la gauche, donc il nous a habitués à faire des scènes quand même qui sont vraiment ultra compliquées. Voilà, moi, il y a 2 aspects, enfin, que moi j'ai aimé dans ce film-là. Bon, déjà d'une, il y a l'esthétique, il y a le côté, le cadre spatial, tu vois, l'esthétique visuelle, ce côté urbain, cette espèce de maison flippante de banlieue, remplie de passages secrets. Bon, peut-être c'est mon côté un peu, urbex, tu sais, le ce truc de pénétrer dans des lieux interdits, tu vois? Donc en fait, cette maison, elle a tout d'un espèce d'endroit que tu as envie d'aller visiter, une maison abandonnée. Tu te sens proche de ce gamin, aventureux qui est vraiment dans un bourbier pas possible. Donc tu as l'aspect humoristique, comme on vient de le décrire, et puis tu as le fond social. Donc tu vois, on revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc effectivement, le film, il s'inscrit un peu dans une période où il y a Boys in the Hood, il y a Jungle Fever de Spike Lee. On est vraiment dans cette période un peu complexe où on filme la communauté noire, américaine, en essayant, effectivement de lui redonner une place qu'elle n'avait pas avant. Mais dans différents genres, tu vois, t'as de la Ouais, comédie, dans différents genres, ouais. t'as du drame, t'as du film social, t'as du thriller, du film policier, du film d'action. Et il manquait un peu l'horreur, quoi, finalement, à ce moment-là. On Et avait eu ouais, des films d'horreur de ghetto, on va dire, des films oui. d'horreur afro-américains au moment de la Blaxploitation dans les années 70. Il y avait eu une sorte d'exorciste avec une afro-américaine, une jeune afro-américaine possédée. C'était un film de William Girdler, si je dis pas de bêtises. T'avais eu un Blacula, tu vois, un Dracula noir dans les années 70. Mais finalement, bon, ça c'était un marché à côté, tu vois, pour ce public-là. Et puis après, ça a pas ruisselé, on va dire, sur le reste des productions horrifiques. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez étonnant de la part des États-Unis, qui ont pourtant des populations noires depuis l'esclavage, depuis 200 ans. Et pourtant, tu vois, quand il y a un film comme Get Out ou Sinners, ça se démarque, ça se détonne. Comme quoi, il y a quand même quelque chose qui s'est pas encore mêlé dans les cultures et dans le cinéma de genre, qu'on aime pourtant quand justement elle ouvre sur d'autres perspectives, sur d'autres communautés, sur des diversités. Ben, il y a encore tout un travail à faire. Si là, tu me demandais de me concentrer, je pourrais te citer 4-5 films, ils tiendraient sur le doigt d'une main, des films où j'associe les mots-clés communauté afro-américaine et cinéma d'horreur en brassant large, hein, parce qu'on est sur des films très différents entre Sinners, Get Out ou ce film-là, qui d'une certaine façon est un film pour enfants transposé dans un cinéma destiné à un public adulte. C'est-à-dire que on a ce protagoniste enfant très espiègle, très aventureux. On a le côté réjouissant de la fin du film. Voilà, on vous spoil un peu la fin du film, mais le film se termine bien. Une certaine justice est rétablie grâce à Toufou à la fin du film. Donc il est allé au bout de la mission qu'il s'était donnée. Il a accompli sa quête, voilà, ce trésor caché dans cette maison hantée, ce type d'histoire quelque part entre, bon, on a cité Maman j'ai raté l'avion et par exemple les Goonies ou le film d'animation Monster House. Tous ces éléments pourraient être des éléments galvanisants dans un film destiné à un public d'enfants où toi adulte, si tu vois le film, tu essaies de retrouver une part de ton âme d'enfance, de te mettre dans un état d'esprit d'enfant en t'identifiant à Toufou. Donc ça contrebalance avec les aspects trash du film et du coup ça donne quelque chose d'assez intéressant et de pas si répandu que ça dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire un film d'horreur grand public. Je dirais pas un film d'horreur familial, mais grand public en tout cas, mainstream. Et là on voit que c'est un film distribué par
par un grand studio, par une major hollywoodienne, ça te propose effectivement un grand divertissement horrifique. Mais pour autant, ça ne néglige pas la dimension sociale dont on a parlé. Wes Craven et les producteurs autour du film n'ont pas considéré que, sous prétexte qu'on doit proposer un film divertissant et calibré par Hollywood, à la différence de Society dont on a parlé juste avant, sous prétexte qu'on doit donner ce type de film au public, faut pas trop leur prendre la tête avec un aspect social, une composante sociale, voire politique. Je suis d'accord, mais d'ailleurs, Jordan Peele, ça fait un moment qu'il est sur, soi-disant ce projet de remake du Sous-sol de la peur. C'est bien qu'il y a vu quelque chose, de fort et bon après on pense qu'on veut des remakes, pourquoi pas, mais c'est vrai que tu vois, se pencher sur ce film-là et de le recontextualiser peut-être, à notre époque, en tout cas à celle d'aujourd'hui, dans une Amérique complètement fracturée, ça peut faire sens. Mais c'est un film qui va du coup parler de cette opposition ville-banlieue, tu vois? Blanc-noir, riche-pauvre, ceux qui possèdent et ceux qui ont rien. Enfin, tu vois, c'est aussi une période, on est au milieu des années 90, ça résonne aussi avec l'esthétique du rap, qui est aussi une musique qui va énoncer, une certaine réalité. Le film se termine sur, le morceau de The Red Thing. C'est pas anodin, tu vois? Donc ça correspond vraiment à une époque assez particulière. Wes Craven, il a construit ce film-là à partir d'un fait divers, hein, qu'il a lu dans les années 70, d'une histoire un peu sordide en fait, d'un couple qui suspectait leur voisin, noir de vouloir les cambrioler et en fait, quand la police elle est venue interroger ce couple, ils ont entendu des bruits qui venaient des murs de la maison et en fait, ils ont découvert 2 enfants séquestrés depuis leur naissance, dans une espèce de pièce insalubre et il a avoué, s'être inspiré de ce fait divers pour écrire le scénario, du Sous-sol de la peur et de le recontextualiser, qui renvoie encore une fois à une satire de l'Amérique, de Reagan parce que ces 2 personnages blancs, c'est un couple qui est raciste, ils sont dans une espèce d'esthétique très années 50. On apprend qu'ils possèdent, tout un bloc d'un quartier noir, qui revendiquent leurs privilèges, de blancs bourgeois, qui, en plus sont couverts par la loi américaine, qui permet d'abattre quiconque, s'aventure sur leur propriété et Craven, il utilise cette espèce de couple incestueux avec une bonne grosse dose de religion par-dessus, qui sont un frère et une sœur, pour critiquer, ce côté conservateur et catholique, extrémiste quoi, tu vois? Là, il va gratter, vraiment encore une fois le vernis pour essayer de faire exploser, les pulsions déviantes et névrotiques, de cette belle Amérique, blanche et là, pour moi, effectivement, ça renvoie encore une fois un peu à Society, cette espèce d'époque consumériste, tout doit aller bien, tout doit être fort, tout doit être beau, mais finalement, c'est juste la poussière qu'on va mettre sous le tapis d'une société qui produit des inégalités et tu vois, quand le Sous-sol de la peur, il sort en Europe en 92, bah, voilà, encore une fois, on revient au même moment, aux États-Unis avec les policiers qui ont tabassé Rodney King et qui sont acquittés par des juges blancs. Moi, je me pose la question et je me dis, dans une Amérique contemporaine, dans sa politique qui traque les minorités, qui s'approche de plus en plus d'une dystopie, est-ce que ce couple de racistes, qui sont les 2 personnages du Sous-sol de la peur, est-ce que, ils ne seraient pas considérés aujourd'hui, en tout cas par les gens qui soutiennent Trump, comme des héros d'avoir abattu un homme noir dans leur salon? Moi, c'est en ça que je considère ces œuvres-là comme importantes, dans le sens où en fait, elles sont des marqueurs de leur temps et qui résonnent 36 ans plus tard dans un contexte qui est peut-être encore pire qu'avant. Ouais, ce qui est intéressant avec ce point de vue sur la société américaine et également sur le monde des adultes, hein, sur le monde dysfonctionnel des adultes du point de vue de Toufou, du point de vue des enfants, c'est que Wes Craven déplace la figure monstrueuse, ce qui doit être le monstre du film, ou les monstres du film. C'est-à-dire que le titre original du Sous-sol de la peur, c'est The People Under the Stairs, c'est-à-dire le peuple, les gens sous les escaliers du sous-sol. Donc quand t'achètes ton ticket, tu peux peut-être te dire que tu vas avoir affaire à des monstres, à des boogeyman, qui sont ces personnes cachées dans les murs, cachées dans ce sous-sol, que l'horreur du film, elle va être portée par ces êtres étranges, alors qui sont effectivement quand même montrés de manière monstrueuse d'une certaine façon. Ils sont albinos, ils grognent, ils s'expriment pas vraiment avec des mots. Il y a quelque chose d'un peu déshumanisé dans ces personnages-là. Justement, l'enjeu du film pour Toufou, ça va être de leur redonner leur dignité d'être humain. Il y a un peu tromperie sur la marchandise volontairement de la part de Wes Craven parce que ces personnes ne vont pas être les antagonistes que va devoir affronter Toufou. Les antagonistes, ça reste le couple des propriétaires de la maison, ça reste eux la menace, ça reste eux le mauvais objet du récit, on va dire, et les prisonniers du sous-sol, ben progressivement tu vas les considérer en victimes, tu vas avoir même de l'empathie pour eux et pour elles, et certains vont même être des auxiliaires, vont même être des aides pour Toufou et pour la jeune fille prisonnière. Donc Wes Craven fait un travail intéressant en déplaçant ce que tu attends de monstrueux dans le film, de ces êtres étranges, vers le couple qui lui est de prime abord davantage civilisé, mais qui se retrouve être vraiment les monstres créés par cette société et qui régit cette société dysfonctionnelle et inégalitaire. Ce couple-là, elles sont
tellement zinzin qu'ils auraient coupé les parties génitales de ces jeunes enfants, enfin ces enfants adultes bizarres, quoi. Enfin, il y a vraiment des allusions des fois qui sont assez perturbantes. Oui, oui, bah, c'est parce qu'ils ont ce genre d'agissement monstrueux qu'on les considère comme des monstres. Petite parenthèse, j'ai oublié de préciser qu'ils sont interprétés par Everett McGill et Wendy Robbie, qui jouaient un couple dans la série Twin Peaks à la même époque. Hein. Je pense que là, ils doivent être au moment du tournage des Sous-sols de la peur, entre la première et la deuxième saison de Twin Peaks. Je suis pas totalement sûr des dates, mais vraiment c'est à peu près la même époque. Et donc t'as ce couple qui est monstrueux, mais t'as aussi la société d'une certaine façon qui est un monstre. Tu as les figures d'autorité des adultes qui sont très généralement dysfonctionnelles, même si t'as quand même dans la famille de Tofu des personnages positifs, mais tu peux vraiment considérer comme antagoniste l'autorité de la justice et l'autorité de la police dysfonctionnelle là encore dans ce quartier. Là aussi, c'est intéressant, c'est que l'autorité qui passe par en plus la police aux États-Unis, là, elle est quand même vraiment pas montrée de manière héroïque, quoi, loin de là. Elle est même montrée à faire partie de ce système violent et qui ferme les yeux, quoi. Je mettrai quand même un bémol pour terminer sur le film, c'est que je trouve qu'il y a peut-être des longueurs sur la fin, c'est-à-dire que quand on est sur un film qui a ce ton cartoonesque, comme ça, qui a cette énergie, là, pour le coup, faut vraiment que le rythme du film suive 1h30 grand max, quoi. Et là, on est sur 1h40 de film. Tu le sens vers la fin, le fait donc déjà que le personnage revienne dans la maison, mais à la limite, pourquoi pas dans la construction de l'histoire, que le personnage réussisse à sortir et revienne, qu'on n'ait pas cette unité de temps et de lieu qu'on a justement dans des films un peu façon Dernière maison sur la gauche, Massacre à la tronçonneuse, les choqueurs comme ça, les films avec des tueurs white trash, qu'on soit sur une autre dynamique, pourquoi pas. Mais sur la fin, ça s'appesantit un petit peu. C'est un petit peu trop, je trouve, grandiloquent aussi, justement, dans la figure maléfique des personnages, et ça casse un petit peu ce qu'il avait réussi à construire en termes de ton dans le film, ce décalage, cet humour noir. Alors je sais pas s'il veut recoller le film à un patrimoine gothique avec cette maison, et qu'on est, tu vois, dans une espèce d'emphase un peu gothique à la fin du film. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus. De toute façon, c'est des films avec quand même des défauts, mais moi, je pense que des fois, tu sais, t'as des films à sauver. On a déjà parlé avec Venom, qui est un ami producteur de musique, un grand fan de cinéma. Ouais, que tu interviews dans Ephéméra, d'ailleurs. Avec qui, ouais, on a un entretien dans le magazine. On disait qu'effectivement, un film mérite d'être vu souvent pour un plan ou pour une scène, en fait. Bien sûr que tu vas pas forcément retenir tout du film, mais des fois, il y a une scène, un truc qui fait que ça va te retenir et le film mérite d'être vu pour ça. Et moi, j'aime bien voir aussi un film sur son aspect émotionnel et sur son aspect factuel. Et moi, je suis complètement d'accord. Si on rentre dans l'analyse de l'histoire et du récit, bon, là, je suis complètement d'accord avec toi et je te rejoins sur l'idée qu'à la fin, ça traîne un petit peu. On pourrait couper 2-3 trucs et voilà. Et je préfère retenir ce que le film finalement raconte et encore une fois pour le remettre en miroir de l'actualité d'aujourd'hui, quoi. You shoot me and you die too, man. And you better believe it. Don't be crazy now. There's no dynamite back there to blow you sky high. And not the best place to store it, in my opinion. But there it was. And just put the gun down. Put the gun down. I don't want to kill you, but I will, because I don't like you much anyway. I'm tired of fucking around, so either put the gun down now, or kiss your ass goodbye, boy.